Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. En ce jour du 21 juillet 2019, mes chers amis astronomes, je ne vais pas faire une vidéo comme tout le monde. Je sais qu'il y en a plein qui vont faire des vidéos sur ce sujet-là, sur le sujet de l'homme qui atterrit sur la Lune, qui marche sur la Lune, le premier pas de l'homme, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, tout ça. Cette mission était géniale, mais moi j'ai 43 ans, et depuis le temps que je l'étudie et que je regarde... que j'ai regardé tout plein de vidéos sur internet, sur YouTube, des vidéos sur l'histoire d'Apollo, il y en a pléthore. Oui, j'ai envie de faire une vidéo pour fêter ça, bien évidemment, comme tout le monde, parce que c'est une aventure pas que américaine, c'est pas qu'une aventure technologique, c'est pas qu'une aventure spatiale de découverte d'un autre monde, c'est-à-dire d'un autre astre. Il faut bien comprendre qu'il y a 50 ans, aller sur la Lune, c'était la découverte d'un autre astre que la Terre. L'homme quittait la Terre pour aller sur un autre astre. Donc là, c'est quand même un exploit merveilleux, c'est quand même quelque chose de grandiose. Non, moi, j'ai pas envie de faire ça. Vraiment, j'ai pas envie de vous raconter tout ça, parce que je sais qu'il y a pléthore de chaînes qui vont le faire, qu'il va y avoir pléthore de chaînes qui vont faire des directs là-dessus, notamment la chaîne de la NASA. Il va y avoir beaucoup de monde qui va le faire, tout ça. Donc moi, je me suis dit, je vais pas vouloir, alors c'est pas plus pour me démarquer ou d'autres choses ou pas, moi c'est surtout parce que j'ai envie de vous lire le passage d'un livre qui me tient à cœur. D'ailleurs, le titre de cette vidéo, je vais pas vous le dire là dans la vidéo, parce que de toute façon il y aura le titre, vous comprendrez pourquoi je vais vous lire le passage de ce livre, et puis bien sûr à la fin du passage du livre, je vous dirai quel livre, d'où vient le passage et de quel livre c'est. D'accord? Voilà, alors on se retrouve à la lecture de ce passage. J'espère que je vais m'en sortir parce que c'est un texte que je connais assez par cœur. Et quand on connaît des textes assez par cœur, en les relisant, quand on fait des lectures de textes, nul n'est prophète dans ce domaine. Donc voilà, et puis j'ai un peu de pression sur les épaules, il faut dire, parce que quand même c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper, c'est 50 ans. Et vous comprendrez pourquoi j'ai choisi cette partie du texte, de cette partie du livre. Vous comprendrez pourquoi, quand j'aurai lu le texte. Voilà. Donc on se retrouve à la lecture du texte. Donc voilà mes chers amis, on se retrouve pour la lecture de ce texte. Je vais essayer de le lire à haute et intelligible voix. Je vais essayer de ne pas trop vous montrer la couverture du livre. Voilà. Alors, je commence. Donc, le titre de ce texte, c'est « Temps couvert ». Au moment où la gerbe incandescente s'éleva vers le ciel à une prodigieuse hauteur, c'est un épanouissement de flammes éclaira la Floride entière, et pendant un instant incalculable, le jour se substitua à la nuit sur une étendue considérable de pays. Cet immense panache de feu fut apparu de 100 000 en mer du Golfe comme de l'Atlantique, et plus d'un capitaine de navire nota sur son livre de bord l'apparition de ce météore gigantesque. La détonation de la Columbia fut accompagnée d'un véritable tremblement de terre. La Floride se sentit secouée jusqu'à dans ses entrailles. Les gaz de la poudre dilatés par la chaleur repoussèrent avec une incomparable violence les couches atmosphériques. Et cet ouragan artificiel, 100 fois plus rapide que l'ouragan des tempêtes, passa comme une trombe au milieu des airs. Pas un spectateur n'était resté debout. Hommes, femmes, enfants, tous furent couchés comme des épis sous l'orage. Il y a eu un tumulte inexprimable. Un grand nombre de personnes gravement blessées, et J.T. Maston, qui, contre toute prudence, se tenait trop en avant, se vit rejeté à 20 toises en arrière, et passa comme un boulet au-dessus de la tête de ses concitoyens. 300 000 personnes demeurèrent momentanément sourdes et comme frappées de stupeur. Le courant atmosphérique, après avoir renversé les baraquements
culbuter les cabanes, déraciner les arbres dans un rayon de 20 milles, chasser les trains du railway jusqu'à Tampa, fondit sur cette ville comme une avalanche et détruisit une centaine de maisons, entre autres l'église de Sainte-Marie et le nouvel édifice de la Bourse qui se lézarda de toute sa longueur. Des bâtiments du port choqués les uns contre les autres, coulèrent à pic et une dizaine de navires mouillés en rade vinrent à la côte après avoir cassé leurs chaînes comme des fils de coton. Mais le cercle de cette dévastation s'étendit plus loin encore au-delà des limites des États-Unis. L'effet du contre-coup aidé des vents d'ouest fut ressenti sur l'Atlantique à plus de 300 milles des rivages américains. Une tempête factice, une tempête inattendue que n'avait pu prévoir l'amiral Fitzroy se jeta sur les navires avec une violence inouïe. Plusieurs bâtiments saisis dans ces tourbillons épouvantables, sans avoir le temps d'amener sombrèrent sous voile, entre autres. Le Childe-Harold, le Liverpool, regrettable catastrophe qui devint de la part de l'Angleterre l'objet le plus vive récrimination. Enfin, et pour tout dire, bien que le fait n'ait d'autre garantie que l'affirmation de quelques indigènes une demi-heure après le départ du projectile des habitants de Gorée et de Sierra Leone, prétendirent avoir entendu une commotion sourde, dernier déplacement des ondes sonores, qui après avoir traversé l'Atlantique venaient mourir sur la côte africaine. Mais il faut revenir à la Floride. Le premier instant du tumulte passé, les blessés, les sourds, enfin la foule entière se réveilla et les cris frénétiques « Hurrah !» pour Ardan, « Hurrah !» pour Barbicane, « Hurrah !» pour Nichols s'élevèrent jusqu'aux cieux. Plusieurs millions d'hommes, le nez en l'air, armés de télescopes, de lunettes, de lorgnettes, interrogeaient l'espace, oubliant les contusions et les émotions pour ne se préoccuper que du projectile. Mais ils le cherchaient en vain. On ne pouvait plus l'apercevoir. Il fallait se résoudre à attendre les télégrammes de Longspeak. Le directeur de l'observatoire de Cambridge se trouvait à son poste dans les montagnes rocheuses et c'était à lui, astronome habile et persévérant, que les observations avaient été confiées. Mais un phénomène imprévu, quoique facile à prévoir et contre lequel on ne pouvait rien vint, bientôt mettre l'impatience publique à une rude épreuve. Le temps si beau, jusqu'alors changea subitement, le ciel assombri, se couvrit de nuages. Pouvait-il en être autrement après le terrible déplacement des couches atmosphériques et cette dispersion de l'énorme quantité de vapeur qui provenait de la déflagration de 400 000 livres de pyroxyle. Tout l'ordre naturel avait été troublé. Cela ne saurait s'étonner, puisque dans le combat sur mer, on a souvent vu l'état atmosphérique brutalement modifié par les décharges de l'artillerie. Le lendemain, le soleil se leva sur un horizon chargé de nuages épais, lourds et impénétrables, rideaux jetés entre le ciel et la terre, qui malheureusement s'étendit jusqu'aux régions des montagnes rocheuses. Ce fut une fatalité. Un concert de réclamations s'éleva de toutes parties des globes, mais la nature s'en émut peu et décidément, puisque les hommes avaient troublé l'atmosphère par leur détonation, ils devaient en subir les conséquences. Pendant cette première journée, chacun chercha à pénétrer le voile opaque des nuages, mais chacun en fut pour ses peines, et chacun d'ailleurs se trompait en portant ses regards vers le ciel, car par suite du mouvement diurne du globe, le projectile finissait nécessairement alors que la ligne des antipodes. Quoi qu'il en soit, lorsque la nuit vint envelopper la terre, nuit impénétrable et profonde, quand la lune fut remontée sur l'horizon et fut impossible de l'apercevoir, on eût dit qu'elle se dérobait à dessein au regard des téméraires qui avaient tiré sur elle. Il n'y avait eu donc pas d'observation possible et les dépêches de Longspeak confirmaient ce fâcheux contretemps. Cependant, si l'expérience avait réussi, les voyageurs partis le 1er décembre à 10h40 et 40 secondes du soir devaient arriver le 4 à minuit. Donc jusqu'à cette époque, et comme après tout il eût été bien difficile d'observer dans ces conditions un corps aussi petit que l'obus, on prit patience sans trop crier. Le 4 décembre, de 8h du soir à minuit,
il eût été possible de suivre la trace du projectile qui aurait apparu comme un point noir sur le disque éclatant de la Lune. Mais le temps demeura impitoyable, couvert, ce qui porta au paroxysme l'exaspération publique. On en vint à injurier la Lune qui ne se montrait point. Triste retour des choses d'ici-bas. J.T. Maston, désespéré, partit pour Long's Peak. Il voulait observer lui-même. Il ne mettait pas en doute que ses amis ne fussent arrivés au terme de leur voyage. On n'avait pas d'ailleurs entendu dire que le projectile fût retombé sur un point quelconque des îles et des continents terrestres. Et J.T. Maston n'admettait pas un instant une chute possible dans les océans dont le globe est aux 3/4 couvert. Le 5. Même temps. Les télescopes du Vieux Monde, ceux des Herschel de Ross et ceux de Foucault, étaient invariablement braqués sur l'astre des nuits, car le temps était précisément magnifique en Europe. Mais la faiblesse relative des instruments empêchait toute observation utile. Le 6, même temps. L'impatience rongeait les 3/4 du globe. On en vint à proposer les moyens les plus insensés pour dissiper les nuages accumulés dans l'air. Le 7. Le ciel sembla se modifier un peu. On espéra même l'espoir ne fut pas de longue durée. Et le soir, les nuages épaissis défendirent la voûte étoilée contre tous les regards. Alors se devint grave. En effet, le 11, à 9h11 du matin, la Lune devait entrer dans son dernier quartier. Après ce délai, elle irait en déclinant, et quand même le ciel serait rasséréné, les chances de l'observation seraient singulièrement amoindries. En effet, la Lune ne montrait plus alors qu'une portion toujours décroissante de son disque, et finirait par devenir nouvelle, c'est-à-dire qu'elle se coucherait et se lèverait avec le soleil dont les rayons la rendraient absolument invisible. Il faudrait donc attendre jusqu'au 3 janvier à 12h44 pour la retrouver pleine et commencer les observations. Les journaux publiaient ces réflexions avec 1000 commentaires et ne dissimulaient point au public qui devait s'armer de patience angélique. Le 8, rien. Le 9, le soleil réapparut un instant comme pour narguer les Américains. Il fut couvert de huées et blessé, sans doute, d'un pareil accueil, il se montra fort avare de ses rayons. Le 10, pas de chance. J.T. Maston faillit devenir fou, et l'on eut les craintes pour le cerveau de ce digne homme, si bien conservé jusqu'alors sur son crâne de gutta percha. Mais le 11, une de ces épouvantables tempêtes des régions intertropicales se déchaîna dans l'atmosphère. Des grands vents d'est balayèrent les nuages amoncelés, depuis si longtemps, et le soir le disque à demi rongé de l'astre des nuits passa majestueusement au milieu des limpides constellations du ciel. Voilà, j'en ai terminé la lecture du texte. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc vous aurez compris que le titre du livre, c'est De la Terre à la Lune, de Jules Verne. Texte intégral, livre de poche. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos sur le bouquin. Donc, ce que je vous ai lu là, c'est temps couvert. Ce que je vous ai lu, le passage temps couvert. Je choisis ce passage parce que le début, quand on parle de la détonation au début du texte, que cette détonation fait vibrer tout autour d'elle, les gens, la terre, comme un tremblement de terre, ce vrombissement ressenti à des milieux tout autour, rappelle en effet le décollage de la fameuse Saturne V. Et oui, quand la fameuse Saturne V décollire, la première fois, parce qu'elle n'a pas décollé la première fois pour Apollo 11, elle avait déjà décollé pour Apollo 8, Apollo 9 et Apollo 10, donc elle avait déjà fait 3 décollages, mais la première fois qu'elle avait décollé, que les gens avaient assisté au décollage, les gens avaient ressenti ce tremblement, ces vibrations, cette émotion qui prenait à cœur,
tellement que la fusée avait des moteurs puissants et voilà, toute cette émotion. Et vous vous rendez compte que ce livre de Jules Verne, c'est un livre qui a été écrit par Jules Verne plus de 100 ans avant, avant Apollo. D'accord? Bien avant que John Fitzgerald Kennedy, en 62, énonce ce fameux discours où il dit « Nous irons sur la Lune ». Non, pas parce que c'est difficile, mais parce qu'il... Enfin, vous connaissez le discours, moi je me rappelle plus bien du discours, mais voilà, c'est ça. Donc, le passage que je vous ai lu, c'est ça. Donc voilà, le livre, hein, je vous mettrai les infos dans la barre de description en bas. Donc voilà, c'est Jules Verne, De la Terre à la Lune, livre de poche, texte intégral, des illustrations de l'édition originale Hetzel. Voilà. Donc voilà ce que je voulais faire pour moi, pour ce 21 juillet 2019. C'était vous lire un passage de mon livre préféré, De la Terre à la Lune. J'ai un autre livre préféré que je peux vous conseiller, qui est aussi de Jules Verne, qui est aussi dans la même édition. C'est Autour de la Lune. Si je peux vous le conseiller, hein. Vraiment, lisez-le. Vous allez, d'ailleurs les deux, si vous pouvez vous les payer, ils sont pas très chers, hein, c'est 4,90 € pour celui-là, 5,30 € pour celui-là, mais de toute façon dans la vidéo je vous mettrai les infos, je vous mettrai tout ce qu'il faut. Voilà, je vous mettrai dans la description, je vous mettrai les liens pour les acheter, s'il y en a qui veulent les acheter. Lisez-les ces deux livres, vous allez comprendre énormément de choses. Lisez-les et en même temps, allez voir les vidéos des copains qui ont fait des vidéos sur Apollo. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Que Jules Verne, c'était non seulement un écrivain de génie, mais en même temps un visionnaire. Vraiment, lisez De la Terre à la Lune et Autour de la Lune, et vous allez comprendre que là, vous allez comprendre que ce monsieur Jules Verne, 100 ans avant, vous vous rendez compte, 100 ans avant, donc il y a 150 ans, ce monsieur a écrit 2 bouquins sur De la Terre à la Lune et Autour de la Lune, donc sur la Lune. Des romans, hein, alors c'est des romans, hein, total roman, mais franchement lisez-les, vous allez comprendre vraiment pourquoi. Je vous ai lu ce texte aujourd'hui de Jules Verne. Alors j'ai fait de mon mieux pour vous le lire correctement, mais franchement je vous conseille de les lire. Vous allez tout comprendre pourquoi. Voilà, je vous souhaite très bonne lecture. Je vous souhaite un très bon ciel à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de toujours être aussi nombreux sur la chaîne. Je vous remercie aussi de tous vos gentillesses. Voilà, vous êtes super sympas tous. Vraiment quoi, c'est un truc de dingue, c'est inexplicable, mais voilà, je vais pas chercher à l'expliquer. On va pas chercher à expliquer quelque chose qui est bien. Je vais me contenter de prendre tout le bonheur que vous me donnez et je vais vous dire merci. Voilà, merci et j'espère qu'on va continuer à être de plus en plus nombreux. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est pas une vidéo globale. J'essaierai quand même de vous mettre quelques images d'illustration. Alors du livre, oui, je vous mettrai le livre là, des 2 livres, mais je vous donnerai aussi quelques images d'illustration. Vous aurez quelques images d'illustration d'émissions Apollo que j'arriverai à trouver sur YouTube. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois. Je vous dis à bientôt. Oui. Voilà. Celui-là, vous ne l'aviez pas vu. Je ne vous l'avais pas montré dans la vidéo présentation des t-shirts. Vous ne l'avez pas vu parce que je l'ai eu après. Mais bon, voilà. C'est aussi pour les 50 ans d'Apollo. 1969-2019. Voilà. Donc allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime tous et voilà, je suis vraiment émotionné parce que je ne m'attendais pas à ce que cette chaîne en 3 ans arrive à faire ce qu'elle est aujourd'hui et de plein de solidarité entre nous, voilà, entre amis astronomes et de rencontres d'amitié futures, j'espère.
Et voilà, et je vous dis, voilà, prenez soin de vous, faites de l'astronomie, mettez l'œil oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Et allez voir les chaînes des amis, vous verrez, ça défilera un peu par là, la chaîne des amis. Les liens aussi des chaînes de mes amis que j'aime, mes amis, voilà, que j'adore, qui me soutiennent. Entre autres, Monsieur Orion, Spacepeak, Laurent de la chaîne 70-900, Astronomie à l'œil lunette, Monsieur Jordan de la chaîne de Sortir des Pléiades, et bien sûr je n'oublie pas Alexandra Ergost, mais je vous la présenterai un de ces jours, Alexandra Ergost. Pour le moment on est en pour parler pour quelque chose, mais je dis rien, je dis pas grand chose, je dis rien, j'ai rien dit. Au revoir, allez, salut, à bientôt.